Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Le plan alerte enlèvement a été déclenché pour la première fois en France après la disparition de 2 fillettes dans le Maine-et-Loire. Les enfants sont sains et saufs. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. La semaine qui s'ouvre sera marquée demain au plan judiciaire par la reprise du procès de Patrick Dills. Bienvenue dans les Minutes de l'Horreur. Encore de nos jours, les troubles psychologiques sont un sujet tabou et minimisé par la plupart de la population. Pourtant, ces pathologies impactent drastiquement des vies. Au-delà des comportements jugés comme étranges voire incohérents, de nombreuses vies sont mises en péril. C'est ce qui s'est passé pour Maitrice Richardson, une jeune femme de 24 ans, étudiante exemplaire qui, comme beaucoup de jeunes, remettait en question son identité, explorait les différentes facettes de sa personnalité et luttait contre des troubles mentaux. Le 16 septembre 2009, après une soirée mouvementée, Maitrice est censée attendre sa mère au poste de police. Elle disparaîtra sans laisser aucune trace. Comment une personne peut-elle se volatiliser en pleine nuit dans un poste de police ? Si ces troubles mentaux avaient été pris plus au sérieux, aurait-elle disparu ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Aujourd'hui, dans les Minutes de l'Horreur, zoom sur la disparition de Maitrice Richardson. Maitrice Lavon Richardson. C'est la fille de Lattice Sutton et Michael Richardson. Ses parents se sont rencontrés au lycée et l'ont eu très tôt. Elle est née le 30 avril 1985 à Covina en Californie. Son arrière-grand-mère s'occupait d'elle pour que ses parents puissent travailler. Et sans avoir trop d'informations sur son père, on sait qu'il a vite été lassé par les petits boulots et qu'il s'est tourné vers des activités illégales. Ses parents ont divorcé alors qu'elle était très jeune et Lattice s'est remariée avec Larry Sutton. Son père, quant à lui, a été en prison et n'a donc pas été présent pour l'élever. Maitrice s'est rapprochée de lui à l'âge adulte après qu'il ait décidé de changer de mode de vie. Elle était très proche de son arrière-grand-mère Mildred qui l'a élevée et avec qui elle vivait. Elle avait également une petite amie depuis 2 ans, Tessa Moon, même si leur relation battait un peu de l'aile car depuis quelques temps, Maitrice avait rencontré une autre jeune femme nommée Vanessa. Malgré sa vie de famille compliquée, c'est une élève modèle. C'est la première personne de sa famille à être allée à l'université. En 2008, elle a obtenu sa licence de psychologie à la California State University et elle s'est très vite intéressée particulièrement à la psychologie des enfants. En plus d'être ingénieuse, Maitrice est très appréciée, adore la danse et ne manque aucune occasion pour amuser ses proches. Elle était très jolie et elle en a fait un atout, puisqu'elle a commencé à travailler en tant que modèle et a également participé à des concours de beauté. Elle a d'ailleurs été invitée à une soirée organisée par le magazine de charme Playboy. À l'époque, c'était le magazine de référence qui organisait des soirées exotiques extravagantes avec beaucoup de personnalités publiques. Malgré tout, c'était pas son but dans la vie. Elle souhaitait continuer ses études. Pour ça, elle économisait de l'argent en travaillant en tant que go-go danseuse dans un club de Los Angeles, tout en effectuant des stages dans un cabinet de psychologie. Maitrice avait de l'extérieur une belle vie. Elle faisait des études, était en couple, participait à des événements exceptionnels avec des personnalités publiques. Pourtant, quelques mois avant sa disparition, Maitrice a commencé à avoir un comportement suspect. Elle envoyait des messages incohérents, elle manquait des rendez-vous et semblait totalement différente. Elle postait des statuts très étranges sur Facebook et MySpace. « J'écris un livre parce que tu m'as dit que je pouvais être tout ce que je voulais. Tu m'as dit que j'étais Miss America, tu m'as dit que j'étais American Next Top Model. Maintenant, est-ce que tu sais ce que je veux être quand je serai grande ? Miss Mère Nature ? Parce que Miss America est un putain de mensonge, comme tout le reste. Alors j'essaie de trouver mon chemin vers Michelle Obama pour voir si elle parlera à Monsieur Obama pour créer ma position à la Maison Blanche. » Bien que ses propos semblent incohérents, ses proches se disent qu'elle vit peut-être une période difficile et que ce n'est que temporaire. Mais tout a basculé le 16 septembre 2009. De toute la journée, personne n'a semblé réussir à joindre Maitrice. Elle est allée au travail, comme tous les jours, mais n'est pas revenue après sa pause déjeuner. À 19h, elle gare sa voiture, une Honda Civic de 97, sur le parking du restaurant Jeffrey's, un restaurant huppé de Malibu. Elle salue le valet qui va alors s'occuper d'une autre voiture et profite de ça pour s'installer dans une voiture et commence à fouiller dans la boîte à gants. Quand il revient, il lui demande ce qu'elle fait dans le véhicule.
Elle répond « c'est subliminal ». Elle est ensuite entrée dans le restaurant et a commandé un cocktail et un steak. Elle a demandé si Vanessa était là, comme si elle était une habituée. Sa tenue dénotée avec le cadre élégant du restaurant. Un t-shirt de Bob Marley, une paire de Vans, un jean déchiré et une ceinture imitation croco rose. Pendant qu'elle attendait sa commande, Maitrice est allée s'asseoir à une table avec 7 autres clients qu'elle ne connaissait pas. Ils ont discuté avec elle d'astrologie, d'Hawaï, mais tout ce que disait Maitrice était incohérent, comme si elle était sous l'emprise d'une drogue ou de l'alcool. Elle est retournée à sa table pour manger son steak, et lorsque le groupe de la table voisine était parti, elle a essayé de s'en aller aussi. Quand le manager l'a arrêtée pour lui rappeler qu'elle n'avait pas payé, elle a dit que c'était l'autre table qui l'avait invitée. Elle lui a expliqué ensuite qu'elle n'avait pas d'argent pour régler la facture de 89 $ et a plaisanté en disant qu'elle venait de Mars, mais qu'elle pouvait le payer avec des avances sexuelles. L'une des employées a pris l'initiative d'appeler la police en expliquant qu'une cliente refusait de payer et qu'elle avait peut-être aussi consommé de la drogue. Hi, I'm calling from Joffrey's restaurant in Malibu. Yeah. We have a guest here who is refusing to pay her bill, and we think she sounds really crazy. She may be on drugs or something. Alors que la police était en route, l'employé demande à Maitrice si elle a de la famille qui pourrait payer la facture. Elle répond qu'elle n'a pas de parents, juste une arrière-grand-mère. L'employé a donc appelé Mildred, 90 ans, qui a proposé de payer en donnant son numéro de carte bancaire, mais le manager a refusé sous prétexte qu'il fallait qu'elle soit là pour signer le reçu. Inquiète, elle est restée au téléphone jusqu'à l'arrivée des policiers, l'un des officiers lui a même parlé et a passé le téléphone à Maitrice. Sa grand-mère était furieuse et ne concevait pas que sa petite fille soit aussi indifférente alors que la police était là. Un des officiers a été fouiller sa voiture pour trouver une pièce d'identité ou son portefeuille. Dans le désordre des papiers et journaux, il a trouvé son permis de conduire, des bouteilles d'alcool vide et de la marijuana en petite quantité. Pour éviter à Maitrice d'être arrêtée pour possession de drogue et refus de payer, les employés du restaurant ont voulu payer sa note mais avaient trop peur de la laisser repartir seule dans son état. L'un des officiers de police a examiné Maitrice et en a déduit qu'elle était sobre. Ils l'ont donc emmenée au poste de police situé à Lost Hills et sa voiture a été remorquée à la fourrière. En temps normal, la police devrait lui faire passer une évaluation de santé mentale dans un hôpital afin de déterminer si elle est un danger pour elle-même, pour la société ou si elle doit être placée sous surveillance médicale. Surtout que d'après les officiers, Maitrice n'avait pas bu, donc ça ne pouvait pas expliquer son état. Mais ce genre de test requiert beaucoup de travail administratif et souvent il est laissé de côté par des agents de police qui sont déjà débordés. Pendant le trajet, Mildred a eu le temps d'appeler la mère de son arrière-petite-fille. Paniquée, elle a à son tour appelé la police. Elle devait surveiller sa fille en bas âge et ne pouvait donc pas faire plus d'1 heure de route en plein milieu de la nuit pour aller la chercher. Elle leur demande donc à ce qu'ils la gardent jusqu'au lendemain matin. Elle leur précise qu'il fait nuit et que sa fille n'a pas de voiture. Elle détesterait se réveiller pour apprendre que Maitrice est perdue quelque part, la tête coupée. I am calling. I'm a little frazzled right now. I understand my daughter is being brought into the station. Maitrice Richardson. We have somebody that's in custody that they just announced on the radio that they're coming up is from Joffrey's in Pacific Coast Highway. Okay. I'm her mother. Oh, okay. And are you guys going to book her and then release her on her own recognizance tonight because it's dark, she doesn't have a car. Then I will wait until tomorrow. She definitely has no place, she's not from that area and I would hate to wake up to a morning report, girl. Yeah. Lost somewhere with her head chopped off, so I guess I would have to come and get her. Oh my God. L'officier lui promet donc de garder un œil sur elle jusqu'au lendemain matin. Elle est donc placée en cellule. Sur les vidéosurveillances, on peut voir qu'elle semble perdue et dans un état second. Elle a le droit de passer un coup de fil et elle va essayer 4 fois de rappeler son arrière-grand-mère. Elle finit par parler à quelqu'un au téléphone. Cependant, on apprendra plus tard que Mildred n'a plus jamais parlé à sa petite fille depuis son appel au Jeffries. À qui Maitrice a-t-elle donc parlé ? Malgré les promesses faites à sa mère, et étant donné qu'aucune mention de son état mental n'a été faite dans le dossier, puisque, faute de temps, les officiers n'ont ordonné aucun examen psychologique, ils n'avaient donc aucune raison légale de garder Maitrice toute la nuit et l'ont libérée à minuit 15. L'un des agents a même déclaré plus tard que ce n'est pas une garde d'enfants. Elle quitte la station sans voiture, sans téléphone portable, sans argent, alors qu'elle est à 65 km de chez elle. Elle va donc errer toute la nuit dans une ville
qu'elle ne connaît pas. À 5h35, Lattice rappelle la station de police pour leur dire qu'elle va bientôt prendre la route pour récupérer sa fille. Mais elle est loin de s'imaginer que Myrtrice a passé la nuit dehors, seule. Paniquée et furieuse, elle demande quel est le délai légal avant de signaler la disparition d'une personne. On lui dit d'attendre et que Myrtrice ne doit pas être loin, qu'elle va revenir. Rock Hill Station, Baumgartner. Yes, hi. My name is Lattice Batten. I called not too long ago regarding my daughter, Myrtrice Richardson. How long before a missing persons report can be filed? Is it 24 or 48 hours? I would probably wait till, early this morning, and if she doesn't turn up, you can certainly call. I don't suspect anything bad happened. I'm concerned because, well, first of all, I thought they were going to keep her overnight because she was highly intoxicated. Mm-hmm. Something is obviously going on with her. Have you talked to the jailer? And Yes, I have. He said he tried to get her to stay, but because she was an adult, they had to let her go. I believe that she is highly depressed, and she's in a depressive state. Vers 6h30, Bill Smith, un ancien reporter qui habite à Montenido, appelle la police pour signaler qu'une jeune femme afro-américaine était couchée dans son jardin. Il est allé lui parler, mais elle s'est enfuie. Ce sera la dernière fois que quelqu'un a vu Myrtrice Richardson. And we just had a strange woman walking through the backyard here. It's a fairly large property, and she was sitting on the steps right on the back of the house here. What'd she look like? White, black, Hispanic? A tall, slim, black woman with a big afro hair, very skinny. And I think she was wearing maybe jeans or tight pants with a t-shirt. 48 heures après sa disparition, une équipe de recherche de 4 agents est envoyée sur un périmètre de 16 km environ. Ils ont observé des traces de pas, comme si Myrtrice avait couru. La battue ne durera que 8 heures. La disparition de Myrtrice est assignée à la police de Los Angeles, étant donné qu'elle y réside. Mais la distance et le manque de communication entre le bureau du shérif de Lost Hill et la LAPD rend l'enquête hyper complexe. Après une seconde fouille dans sa voiture, on a retrouvé une carte de débit de plus de $2000 sur son compte et ses journaux. Myrtrice avait pris l'habitude de noter toutes ses journées dans un journal intime. Sur la dernière page du journal, Myrtrice écrit qu'elle n'a pas dormi depuis 5 jours. La famille et les proches de Myrtrice se sont déplacés à Lost Hill pour distribuer des tracts et réunir une récompense pour quiconque aurait des informations. La presse aussi se pose des questions. Comment la police a-t-elle pu laisser une jeune femme seule en détresse et sans ressources quitter la station en pleine nuit? Pourquoi n'est-elle pas intervenue plus tôt pour commencer les recherches? Le bureau du shérif a également refusé pendant des mois de transmettre les vidéos de surveillance à la famille de Myrtrice. Au fil des semaines et des mois, les chances de retrouver Myrtrice semblaient s'affaiblir. Mais ses parents, ses amis et des volontaires touchés par son histoire ont continué à organiser des battues avec des chiens, des chevaux, des hélicoptères. Son père avait pour espoir de la retrouver. Il a même cru la voir à Las Vegas un jour. Mais c'est 1 an plus tard, le 9 septembre 2010, que l'on va retrouver Myrtrice morte. Ce jour de septembre 2010, un groupe de rangers est envoyé pour inspecter une ferme désaffectée qui servirait, d'après des informations, à cultiver de la marijuana dans le Dark Canyon. Ils étaient loin de s'imaginer la macabre découverte qui les attendait. Le corps nu et partiellement momifié de Myrtrice Richardson. Sa jambe droite a été retrouvée 2 mètres plus loin. Il n'y avait aucune marque de morsure d'animaux et ses dents avaient une teinte rosée, ce qui est un signe de strangulation, mais certains os de son cou qui manquaient ont rendu impossible la confirmation de la cause de sa mort. Sa ceinture, son soutien-gorge et son jean ont été placés à côté du corps en bon état. La police de Los Angeles est appelée vers midi, mais le bureau du légiste n'a été prévenu que vers 15h. L'équipe de scientifiques a attendu d'être héliportée sur la scène du crime jusqu'à 20h. En attendant, la décision avait été prise de déplacer son corps sans l'accord du médecin légiste. Les policiers n'ont en plus pas suivi la procédure, ils n'ont prélevé aucun cheveu, ni sang, et ils ont mis les vêtements de Myrtrice dans le même sac
que son corps. Tout laisse à penser qu'il y avait un intérêt à ce que toutes les preuves ne soient pas utilisables. Mais pourquoi ? Certains pensent qu'un policier aurait assassiné Myrtrice, car sur les vidéos de surveillance, on voit un agent de police sortir du poste en même temps que Myrtrice le 16 septembre. Mais ça ne colle pas, car Myrtrice a été vue le lendemain matin vivante, en train de dormir dans un jardin. Pourquoi aurait-il quitté le poste en croisant Myrtrice, serait sûrement rentré chez lui et aurait décidé de la tuer que quelques heures, voire quelques jours plus tard. Pourtant, la police a tout fait pour écarter la thèse d'un homicide. Mais dans ce cas-là, comment expliquer la momification du corps ? Car pour qu'un corps soit momifié, il faut qu'il soit dans un endroit sec, frais et à l'abri des insectes. Or, dans le désert, ces conditions ne sont pas du tout rassemblées. Et pourquoi ces vêtements ont-ils été retirés ? Si c'était des animaux sauvages qui avaient touché le corps, ils seraient déjà dans un état pitoyable et les vêtements seraient déchirés. Une des hypothèses serait que quelqu'un ait caché le corps dans un grenier ou un placard et l'ait placé au canyon peu de temps avant la découverte. Mais alors qui ? Encore aujourd'hui, nous n'avons pas les réponses. Nous ne savons pas qui est à l'origine du meurtre de Myrtrice Richardson. Et la façon dont cette affaire a été gérée invite au débat. Est-ce que la police sait quelque chose ? Est-ce qu'elle couvre quelqu'un ? Un élément à souligner dans cette affaire est la possibilité que certaines personnes se soient montrées racistes. En effet, quelques années avant la disparition de Myrtrice, l'acteur Mel Gibson a été arrêté par la police de Lost Isles et a ensuite été escorté par des agents de sécurité jusqu'à la fourrière pour récupérer son véhicule. Pourquoi Myrtrice n'a-t-elle pas eu le même traitement ? Et pourquoi laisser une femme complètement déboussolée repartir seule la nuit, loin de chez elle, sans argent, sans voiture et sans téléphone ? Encore aujourd'hui, la famille de Myrtrice espère un jour connaître la vérité. Myrtrice, comme des milliers de personnes disparues, mérite la justice. Rien qu'aux États-Unis, chaque année, 10 000 disparitions non élucidées sont classées comme inquiétantes, dont presque un dixième concerne des mineurs. Il est dur d'accepter qu'au XXIe siècle, avec toutes les avancées existantes, on ne puisse pas mettre fin à la souffrance de cette famille. Que Myrtrice ait fait une mauvaise rencontre ce soir-là, ou qu'elle ait été victime d'un accident, on ne peut s'empêcher de penser que si quelqu'un avait pris son état de santé au sérieux, elle serait encore parmi nous. Merci d'avoir écouté ce tout nouveau épisode des Minutes de l'Horreur concernant l'affaire de Myrtrice Richardson. Je vous remercie d'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à aimer, à mettre 5 étoiles et à vous abonner. Je suis de retour après quelques mois d'absence. N'hésitez pas à vous abonner au Instagram @lesminutesdel'horreur. Je remercie Alexandre qui m'a aidé pour l'écriture de cet épisode. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir ensemble une nouvelle affaire criminelle. Et en attendant, n'oubliez jamais que les apparences sont souvent trompeuses.